Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier numéro 11 du groupe de travail PMBOK 7 du PMI France, consacré au domaine de performance de la mesure. Je m'appelle Mounina Tounkara et j'ai le plaisir d'accueillir pour le webinaire de ce soir Gaëlle Fay, directrice de projet, Narcisse Unza, consultant en management de projet, Sylvain Granger, directeur de projet, Lassina Dosso, Software and QA Engineer, et Mehdi El Garni, formateur en management de projet. Afin de mener à bien votre participation au webinaire de ce soir, merci de vérifier le volume de votre micro, de mettre votre micro en mute et de poser vos questions dans le chat. Vous pouvez aussi apporter des compléments d'information dans le chat ou demander à intervenir en direct. Le webinaire durera 1 heure et se tiendra en 2 temps. Tout d'abord, l'équipe va présenter le livrable suivant le plan qui s'affiche sur votre écran. Ensuite, nous procéderons à la partie consacrée aux questions-réponses. Afin de favoriser une forte interaction tout au long du webinaire, nous vous proposons 2 activités. Il s'agit de l'élaboration de ce qu'il faut retenir du webinaire de ce soir et d'un quiz pour vérifier notre compréhension de la thématique traitée. Concrètement, comment cela marche? Et donc, je viens de partager un lien dans le chat et j'invite mes collègues à repartager le lien tout au long du webinaire pour permettre aux personnes qui vont nous rejoindre de pouvoir y avoir accès. Donc, vous allez cliquer sur ce lien, compléter votre pseudo, accepter les conditions générales d'utilisation, cliquez sur « Rejoindre » et cliquez sur le bandeau rose pour pouvoir participer. L'objectif de la première activité est de récapituler sous forme de nuage de mots les idées, notions, concepts que vous retenez du domaine de performance de la mesure. Donc, pour ce faire, vous allez envoyer vos mots au fur et à mesure de l'avancement du webinaire. Une recommandation tout de même, si vous souhaitez envoyer une expression ou un mot composé, par exemple radiateur d'information, vous devez saisir radiateur-d-information de sorte à envoyer un mot attaché par envoi. En ce qui concerne la deuxième activité relative au quiz, donc, une fois que cette activité sera lancée, vous allez avoir une notification donc, de la forme suivante. Donc, une page va s'afficher et vous demandera en fait de cliquer sur le bouton « Participer » pour pouvoir répondre aux questions. L'activité est d'or et déjà, les 2 activités, non, la première est déjà ouverte. Donc, vous pouvez envoyer vos mots dès à présent et nous vous remercions d'avance pour votre participation à cet atelier collaboratif. Donc, je passe la main à Gaëlle qui va introduire la présentation. Je te remercie, Mounina. Donc, comme tu viens de le dire, nous allons introduire le sujet qui est le domaine de performance de la mesure. Et pour cela, nous allons, pour commencer, vous présenter. Alors, est-ce que tu peux cliquer, s'il te plaît, Mounina, pour passer aux slides suivants? Merci beaucoup. Donc, comme je disais, pour commencer, voici une terminologie de quelques termes clés propres au domaine de performance de la mesure. Nous avons, par exemple, les métriques qui servent à décrire et à mesurer un projet. Nous avons aussi la référence de base, qui est la version validée d'un élément planifié du projet que nous allons utiliser tout au long du projet comme élément de comparaison. Voilà, merci Mounina.
Et ensuite, vous retrouvez en bas 2 items très importants dans le cadre du suivi et du contrôle d'un projet. Il s'agit des tableaux de bord qui sont un ensemble de diagrammes et de graphiques qui servent notamment à suivre la progression et la performance du projet. Et nous avons également ce qu'on appelle le radiateur d'information. C'est un terme qui est plus utilisé dans la gestion de projets de type agile et dont la fonction est de permettre de diffuser l'information et la connaissance du projet à l'ensemble des parties prenantes, voire même à toute personne intéressée par le projet. C'est-à-dire qu'en fait, le radiateur d'information, c'est un endroit où vous allez trouver, en passant devant, toutes les informations relatives au projet et à son suivi. C'est un élément important dans l'agilité parce que cela permet de respecter un des piliers de l'agilité qui est la transparence. Donc, maintenant, nous allons voir les prérequis et objectifs de la mise en œuvre du domaine de performance de la mesure. Mounina, si tu veux bien passer Voilà, merci beaucoup. Alors, le prérequis commun à l'ensemble des domaines de performance est de tenir compte des 12 principes du management de projet et des 8 domaines de performance qui sont décrits dans le PM Box 7. Donc, je vous invite à les consulter et que nous avons d'ailleurs présenté à travers différents webinaires depuis le début de l'année. Ces webinaires étant disponibles en replay sur le site du PMI France. Donc là, actuellement, nous sommes sur le principe de performance, le domaine de performance, excusez-moi, de la mesure, mais tous les domaines de performance ont été décrits précédemment dans les précédents webinaires. Alors, comme je disais, donc, il faut tenir compte des 12 principes du management, des autres domaines de performance, bien sûr, et de l'adaptation, qui est un mot fort et un mot clé qu'il faut garder en mémoire, tout comme celui de la création de valeur. Plus précisément, pour ce domaine de performance, il est essentiel de définir un certain nombre d'éléments. Nous avons la première chose qui est de définir des métriques d'après les critères SMART. Donc, les critères SMART, pour ceux qui connaissent, ce sont les critères dits spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis. Il est important aussi de définir la valeur métier attendue, les livrables à fournir, bien sûr, et les prévisions qui seront suivies tout au long du projet. Également, il est important d'identifier donc les références de base que nous avons définies précédemment et qui serviront d'éléments de comparaison tout au long du projet, les ressources et les parties prenantes. L'objectif de la mise en œuvre de ce domaine de performance est double, en fait. Il sert à maintenir une performance optimale et à s'assurer que les éléments qui sont mesurés sont communiqués à l'ensemble des parties prenantes. D'où l'intérêt, par exemple, du radiateur d'information dont on a parlé précédemment. Ensuite, oui, excusez-moi. Donc, pour maintenir une performance optimale, il est important, le domaine de performance de la mesure permet l'évaluation de la performance du projet tout au long du projet, la mise en œuvre des réponses appropriées et la mise en place au plus tôt d'actions correctives ou préventives. Un cas pratique qui vous sera présenté par la suite par Mehdi vous montrera justement les conséquences du manque de mesures dans le cas d'un risque négatif qui se produit au cours d'un projet. In fine, les résultats attendus de ce domaine de performance sont bien entendu une bonne connaissance de l'état du projet à tout instant, d'obtenir des données exploitables pour faciliter la prise de décision dites éclairées et qui permettra la réalisation des objectifs et la création de la valeur métier qui a été précédemment en prérequis identifié. Je vais donc maintenant passer la main à Sylvain qui va vous expliquer de façon globale au travers d'une représentation graphique ce domaine de performance. Je te passe la main, Sylvain. Merci Gaëlle pour cette présentation. Donc, le processus de mesure peut être représenté graphiquement de la manière suivante. Nous retrouvons sur la partie supérieure
les 12 principes et 8 domaines de performance que vient d'évoquer Gaël. Et le principe de mesure fait partie intégrante de ces 8 domaines. Comme évoqué il y a quelques instants, la mesure consiste à mesurer la performance du projet et à mettre en œuvre les réponses appropriées afin de maintenir une performance optimale. En ce sens, nous avons 6 briques permettant de dérouler ce domaine de performance. La première étant la mise en place de mesures efficaces contribuant à s'assurer que les bons éléments sont mesurés et communiqués aux parties prenantes, avec notamment des indicateurs clés de performance et des métriques efficaces, comme l'a précisé Gaël, des métriques SMART. La deuxième brique, ce sont les éléments à mesurer qui dépendent des objectifs du projet, des résultats attendus, de l'environnement dans lequel il évolue, et où nous retrouvons notamment les métriques des livrables, la livraison, la performance des références de base, comme ici, ci-dessous illustré par l'analyse de la valeur acquise avec l'échéancier et l'écart de coût, les ressources, la valeur métier, les parties prenantes, ici illustré par le tableau Nico-Nico, permettant le suivi de l'humeur des parties prenantes, et enfin les prévisions, ici illustrées par la prévision du coût estimé à terminaison et du coût du reste à faire. La troisième brique est la présentation des informations qui, suivant le besoin, peut faire appel à, par exemple, un tableau de bord décrivant de manière synthétique un état général et permettant d'effectuer une analyse approfondie des données recueillies, comme illustré ci-dessous. Un radiateur d'information, comme l'a également indiqué Gaël, aussi appelé BVC pour Big Visible Charts, pour des représentations visibles et physiques, permettant ainsi de partager rapidement des connaissances d'état. Des contrôles visuels permettant de comparer facilement les performances réelles et attendues. Dans les environnements Lean, les radiateurs d'information, comme vu précédemment, sont considérés comme des contrôles visuels. La quatrième brique, ce sont les difficultés de mesure qui, quand elles sont connues au préalable, permet à l'équipe d'atteindre les objectifs du projet et par là même à minimiser leurs effets négatifs. La cinquième brique étant la performance de résolution, qui, suivant l'objet à traiter et du seuil de tolérance des parties prenantes, permet rapidement de déclencher un plan d'exception de manière à revenir sur les besoins et attendus des parties prenantes et objectifs du projet. Enfin, la sixième brique, qui est le développement et l'amélioration, permettant sur la base des précédentes d'apprendre, de s'améliorer ainsi d'optimiser la performance et l'efficacité du projet. C'est en quelque sorte l'adaptation propre de ce processus. Le domaine de performance de la mesure interagit également avec les autres domaines de performance, tels que la planification, le travail du projet et la livraison. Le tout dans l'objectif de la maîtrise de la création de valeur. De manière générale, la mesure est le préalable à l'adaptation de l'ensemble des domaines de performance pour l'atteinte des objectifs du projet et de la création de valeur. Je passe maintenant la parole à Mehdi pour la présentation d'un cas pratique. Alors, bonjour à tous et merci Sylvain pour ce beau graphique assez complet. Là, je vais essayer d'élucider un petit peu quelques cas pratiques, ce que tu as présenté par des cas pratiques. Alors, le premier, ça va être autour de l'utilité de la mesure. Donc là, on va voir l'effet de la mesure. Donc, le projet, c'était un projet d'arrêt. Donc, c'était une démolition complète d'équipements et une réinstallation d'équipements nouveaux sur deux lignes différentes. Sur la première, on n'avait pas fait de mesure. Et sur la deuxième, on avait fait une mesure quotidienne avec un pilotage de l'avancement au quotidien. Donc là, juste pour vous montrer un petit peu la criticité du projet, donc c'était des lignes de concentration d'acide sulfurique, donc c'était un petit peu très risqué côté sécurité. C'était quand même un délai très serré, 42 jours, donc 6 semaines d'affilée sur lesquelles on a travaillé en deux équipes, donc 15 heures par jour, juste pour pouvoir livrer le projet à temps. Donc là, Monina, un clic s'il te plaît.
Voilà, donc ici, ce que nous regardons ici, c'est la ligne violet, c'est en fait la référence de base qui a été planifiée. La ligne bleue, c'est le suivi de l'avancement de la deuxième livraison, donc de la deuxième ligne, OK? Et ce qui est en orange, en interrompu, l'avancement de la première ligne, mais qu'on n'avait pas suivi, mais quand même qu'on a reconstitué une année après pour voir ce que nous avons fait comme erreur dans la première ligne. Donc là, un autre clic, s'il te plaît, Molina. On va analyser un petit peu notre performance pour la première ligne, donc sans mesure. Là, on voit que sur la première phase du projet, avant le premier jalon, on avait quand même une surperformance. Donc, on était en dessus de l'objectif. On avançait à l'aveugle. Donc, il y avait quand même des surcoûts dus à cette surperformance. Il y avait aussi de la coactivité. Et à la fin de la première phase, on s'est trouvé avec une équipe qui a été essoufflée, à bout de souffle, qui était très fatiguée. Donc, ça nous a conduit aussi à mal gérer un risque qui s'est malheureusement réalisé. Okay, donc, l'événement s'est réalisé et qui nous a conduit, après le premier jalon, à rester sur un plateau d'avancement, donc zéro avancement sur presque 6 jours, donc rien, aucun avancement. Et là, on voit qu'il y avait un point de non-retour, donc on a atteint tellement de retard donc, que c'était impossible de rattraper ce retard. Et à la fin de la première livraison, je rappelle sans mesure, on s'est trouvé avec un SPI, ça veut dire l'indicateur de suivi de performance de l'échéancier de 0,87 et un CPI, ça veut dire l'indicateur de performance des coûts à 0,75, qui est quand même une belle catastrophe. Donc, c'était un retard et beaucoup de l'argent perdu pour rien. Sur la deuxième ligne, un clic, s'il te plaît, Monina. Un autre alors. Voilà, donc là, on voit que notre base de référence, ou bien notre ligne de base de référence, se coupait fréquemment avec la base, ou bien avec le suivi quotidien de notre avancement. Ce qui veut dire, il y a des fois, on était en dessus de l'objectif et il y a des fois, on était en dessous de l'objectif. Mais quand même, ce n'était pas un hasard parce que derrière, il y avait quand même des décisions avérées du management, de l'équipe de gestion de projet, à relâcher un petit peu l'attention sur l'équipe et permettre un petit peu de retard. Mais quand même, il y avait 2 fois où on se disait que l'équipe, elle était assez à l'aise, assez rafraîchie, donc on pouvait accélérer. Et là, à la fin de la deuxième livraison, on s'est trouvé avec quand même 6 jours à l'avance par rapport à la référence de base, ce qui a conduit à un SPI de 1,17, une belle performance quand même, et un CPI de 1,02, quand même, c'est une belle performance. Donc là, ça montre, je rappelle, l'effet et l'utilité de la mesure. C'est quand même le même projet. Une fois, on a fait la mesure et une autre fois, on n'a pas fait la mesure. Là, on passe au deuxième cas pratique. S'il te plaît, Monina, un clic. Voilà, merci. Donc là, le contexte était un petit peu un classique de la construction, donc de la tuyauterie, fourniture, préfabrication, pardon, installation de tuyauterie. Donc un classique, mais quand même, il y avait une spécificité, c'était que notre client avait quand même besoin d'un accompagnement très fort. Et c'était un projet tête de série, donc il y avait beaucoup de risques, il y avait beaucoup d'inconnus. Et là, on avait besoin d'un tableau de bord avec des indicateurs très variés pour pouvoir suivre tous les aspects de notre projet. Un clic, s'il te plaît, Monina. Voilà, merci. Et donc là, on voit que notre tableau de bord se composait de 2 étages, celui en haut pour la performance financière et celui en bas pour la performance avancement, donc tout ce qui est métier. Là, sur le numéro 1, c'était un indicateur pour la consommation de budget. Donc, est-ce qu'on a surconsommé ou bien sous-consommé? Le numéro 2, c'est un petit peu l'avancement global, que ce soit en budget engagé ou bien en budget consommé. Le numéro 3, c'était le cash flow mensuel, ce qu'on a facturé moins ce qu'on a dépensé. La 4, c'était les dépenses du budget par centre de coût, et la répartition par centre de coût. Le numéro 5, c'était notre trésorerie, que ce soit la trésorerie cumulée ou bien la trésorerie engagée.
Le numéro 6, c'était notre écart par rapport à notre engagement de facturation vis-à-vis le client et vis-à-vis notre entreprise, notre organisation. En bas à gauche, il y a le numéro 7, là où il y a l'avancement global, donc prévu et réel. Le numéro 8, ça traçait un petit peu toutes les références de base d'avancement du projet avec l'avancement réel. Le numéro 9, c'était les différents métiers ou bien les différents composants de notre projet en termes de périmètre avec l'avancement réel et l'avancement prévu. Et en dixième, donc le deuxième élément, c'était le suivi du nombre de jours de retard avec la pénalité de retard qui ont résulté. Et là, je passe la main à Lassina pour le cas prochain. Merci, Mehdi. Alors, mon cas pratique est une illustration de mesure de la valeur métier, en l'occurrence financière, avec pour métrique le cash flow. Alors, avant de vous présenter la mesure effectuée, je vous explique le contexte du projet. Alors, dans le cercle orange, je représente l'organisation qui décide de se redynamiser par le biais de plusieurs projets afin de faire face à la concurrence. Alors, elle décide de miser sur la ressource interne pour gérer ces projets. Alors, après plusieurs mois, on constate que le projet n'aboutit pas et les projets en cours sont très budgétivores. Alors, après diagnostic, nous avons constaté qu'il y avait un manque de culture de gestion de projet chez les gestionnaires de ces projets-là. Et au sein de l'entreprise, il n'y avait pas de méthodologie claire pour guider ces chefs de projet dans la gestion de leurs projets. Alors, nous avons proposé d'élaborer un process de gestion de projet adapté à l'organisation, de faire la formation des gestionnaires de projet et de les assister dans la réalisation de leurs projets. Alors, il faut dire ici que le but n'est pas de présenter les avantages et les bonnes pratiques de gestion de projet, et ça, on le sait, mais plutôt de présenter ces impacts sur les mesures que nous avons effectuées. En l'occurrence, l'une de ces mesures sur le prochain slide. Mounina, s'il te plaît. Alors, il s'agit d'une mesure effectuée sur un an dans le cadre de ce projet. Et si on observe le graphe de avril à septembre, c'est la zone rouge du projet. Et cette zone rouge s'explique par, comme on l'a dit, le manque de culture de gestion des projets sur les gestionnaires, en l'occurrence, notamment la mauvaise définition des besoins, le manque de matrice de traçabilité, des exigences, le manque de registre des parties prenantes, ainsi que le manque de conception détaillée avant de lancer les développements. Alors, on constate qu'entre octobre et décembre, nous avons fait la formation et pendant l'assistance au chef de projet, nous les avons aidés à élaborer le process proposé. Et ensuite, après décembre, on constate que le projet en question, dans sa phase pilote, commence à générer du profit à l'entreprise. Et du coup, voici un cas pratique de mesure de valeur financière avec le métrique des cash flow. Donc, je repasse la parole à Mehdi pour la présentation du cas pratique suivant. Merci Lassina. Donc, c'est à moi encore. Mounina, s'il te plaît. Voilà, donc le troisième cas pratique, en fait, ça concerne un projet de grands arrêts de maintenance. Et donc, c'était en fait des bâtiments de 11 étages, de 1200 mètres carrés. Donc, c'était trop large comme bâtiment. Et sur ces arrêts-là, il y avait beaucoup de ressources à gérer qui sont éparpillées sur les différents étages. Et donc, on gérait ces projets-là d'une manière un petit peu traditionnelle au début, mais on a dû après développer un outil digital pour pouvoir gérer mieux nos ressources, que ce soit matérielles ou bien humaines. Et là, s'il te plaît, Monina, un autre clic. Voilà, donc là, à gauche en haut, c'est un petit peu le tableau de bord qui était affiché dans notre salle de contrôle, donc dans la ligne de production. Et là, le cadran qui est à droite en bas, ça englobe en fait nos différentes ressources par type. Donc, il y avait des mécaniciens, il y avait des soudeurs, il y avait des tuyauteurs, il y avait des électriciens, ok, avec l'effectif total par ligne.
la répartition par équipement et les ressources qui étaient en stand-by. Alors, cela nous permettait de savoir où sont nos ressources humaines, combien il nous restait en stand-by, donc ils n'étaient pas exploités, et l'effectif total, donc qui permettait un petit peu de prédire à la fin de la journée ou bien à la fin du projet, qui durait quand même 2 semaines, de pouvoir chiffrer et avoir une prévision sur le coût total de l'arrêt. Donc là, c'est tout pour moi. Merci. Et je passe la main à Gaël pour le Nico Nico. Je te remercie, Mendy, pour cette présentation qui fait une excellente transition avec le sujet que je souhaite aborder. Nous avons jusqu'à présent évoqué plusieurs indicateurs de performance liés aux coûts, délais, cash flow et autres retours sur investissement. Cependant, comme vous le savez, les projets sont réalisés par des équipes constituées d'êtres humains, ce qui implique de prendre en considération leurs conditions et leurs humeurs. Un excellent indicateur qui permet de réaliser cela est le Nico Nico, dont je vais vous présenter un exemple ci-après. Le tableau que vous voyez, c'est le tableau que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle le tableau Nico Nico. Et le principe est simple, c'est qu'à chaque fin de journée, les membres de l'équipe indiquent leur humeur en se basant sur leur ressenti de la journée passée. Cela permet à la personne en charge de l'équipe, donc ça va être généralement un chef de projet ou un Scrum Master en fonction de la méthode utilisée, même si le Nico Nico est plus souvent utilisé dans l'agilité. Cela va permettre donc à cette personne d'identifier les moments où l'équipe pourrait être ou avoir été démotivée ou moins performante. Ça va dépendre du moment où on regarde le tableau. Dans notre exemple, nous avons ici 2 comportements distincts. Le premier concerne la personne qu'on a mis sous le nom de Lassina. Comme vous pouvez le voir, avec une période a priori compliquée. Et en fait, en interrogeant cette personne suite justement à l'analyse de ce Nico Nico, il s'est avéré que sur cette période, Lassina était plutôt stressé parce qu'il était surchargé en termes de travail, de réunion. Et ce problème, comme vous pouvez le voir en 2e semaine, a diminué à partir du moment où la situation a été régularisée, donc en déléguant un peu plus peut-être son travail ou en l'aidant à répartir un peu mieux ses tâches. Un deuxième cas qui est ici présenté, comme vous pouvez le voir, on a une zone le mardi, mercredi, jeudi où l'ensemble de l'équipe est plutôt dans l'orange et le rouge. Et en fait, il s'est avéré que la climatisation est tombée en panne le lundi et qu'il a commencé à faire très chaud à ce moment-là. De ce fait, l'équipe était beaucoup moins performante, était tout autant démotivée et comme vous pouvez le voir, en fin de semaine, le moral de l'équipe est revenu au vert parce que tout simplement, à partir du vendredi, excusez-moi, la climatisation a été réparée. En conclusion, ce type d'indicateur est tout aussi important que les indicateurs de coût et de délai ou autres, car finalement, ceux qui font le travail, et même avant tout, les personnes qui font le travail sont les membres de l'équipe. C'est pourquoi il est important, et c'est un des éléments de l'agilité, de travailler en bienveillance et de veiller à ce que le contexte du travail soit autant agréable que possible. Je vais passer maintenant la main à Narcisse qui va vous présenter les modèles techniques et artefacts. Alors, merci, chers collègues. Merci, Gaël, pour la présentation. À la suite de tout ce qui a été dit, je vous présente ici ce que nous dit le PMBOK 7 en matière de modèles techniques et artefacts. En ce qui concerne les modèles, nous constatons que le seul modèle dont nous parle le PMBOK 7 pour aborder le domaine de performance de la mesure est le groupe des processus. Le groupe des processus, comme nous le savons, s'organise en éléments d'entrée, outils techniques, puis en éléments de sortie. Alors, je voudrais rappeler que les groupes de processus ne sont pas à confondre avec les différentes phases du projet. Certes, nous avons
5 phases de projet: l'initialisation, la planification, l'exécution, la surveillance et maîtrise, et puis la clôture. Mais les groupes de processus interagissent au sein de chacune des phases du cycle de vie du projet. Les 2 groupes de processus qui nous intéressent au niveau du domaine de performance de la mesure sont la planification et puis la surveillance et maîtrise. Au niveau de la planification, nous avons les éléments de mesure qui nous permettent d'atteindre les objectifs qui sont définis et planifiés. Et puis, au niveau de la surveillance et maîtrise, en fait, les éléments de mesure qui ont été planifiés sont passés en revue et contrôlés en vue de prendre des décisions tout au long du cycle de vie du projet. En ce qui concerne les techniques, comme nous le constatons, nous avons les techniques de collecte et d'analyse de données, les méthodes relatives aux réunions et aux événements, et puis d'autres techniques. Je voudrais ici m'appesantir sur l'analyse de la tendance et puis l'analyse des écarts, par exemple. En ce qui concerne l'analyse de la tendance, au fait, elle fait appel à des modèles mathématiques pour prévoir les résultats futurs sur la base de données historiques. Il peut s'agir, par exemple, de recueillir des données du marché ou bien toute autre donnée sur un calendrier. Et puis, après une certaine quantité de données qui ont été recueillies, avec quelques approches mathématiques, on peut faire des prévisions pour se positionner sur le marché ou bien pour prendre des décisions par rapport aux résultats qui sont issus des calculs. Et les traders comprennent très bien ce que je suis en train de dire, car eux, par exemple, en fonction de la tendance haussière ou baissière du marché et puis d'autres indicateurs qu'ils maîtrisent, ils peuvent se positionner pour prendre position afin d'acheter ou bien de vendre. Nous avons également l'analyse des écarts, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle permet de déterminer les écarts entre ce qui a été planifié et la situation réelle ou encore une situation qui est souhaitée. Si nous nous référons à l'exemple de Mehdi, où il présentait la courbe en S, on voit bien les écarts entre les différentes planifications, les courbes qui ont été planifiées, et puis la courbe qui a été réellement exécutée. Voilà. Nous avons ensuite les artefacts. Artefacts. Alors, Mounina, merci. Comme artefacts pour la mesure, nous avons les plans, les diagrammes hiérarchiques, les références de base, des données et informations visuelles, les rapports, des accords, contrats et puis d'autres artefacts. Au niveau des diagrammes hiérarchiques, nous avons par exemple les organigrammes des travaux du projet, le fameux WBS que nous avions eu à présenter lors de l'une de nos sessions précédentes. Nous pouvons le consulter, vous pouvez le consulter sur les plateformes de PMI France après cet atelier. Comme référence de base, nous avons les références de base de la performance et références de base du périmètre qui, comme nous l'a dit Gaël au début de cette présentation, sont des versions approuvées lors de la phase de planification et qui sont utilisées comme référence de comparaison avec les livrables correspondantes. Ici, avec les livrables correspondants, ici, ce sont les livrables sont la performance et puis le périmètre. Nous avons entre-temps abordé également au cours des ateliers précédents les échéanciers. Alors, comme données et informations visuelles, nous avons les diagrammes d'avancement, achèvement, burn-up chart, burn-down chart, qui sont beaucoup utilisés dans les projets qui sont développés en agilité et surtout avec le framework Scrum. Nous avons également les diagrammes d'information ainsi que la courbe en S qui nous ont été illustrés tout à l'heure par Sylvain et puis Mehdi. Nous avons les diagrammes de Gantt et la matrice de traçabilité des exigences. Nous les avons déjà présentés lors de nos ateliers précédents que je vous invite toujours à consulter. Et si vous le voulez bien, je vais m'en arrêter ici pour les modèles techniques et artefacts. Mais avant de fermer la page, je voudrais
quand même recommander de revoir les replays des sessions précédentes parce que beaucoup de ces différents éléments ont été abordés. Nous pouvons passer maintenant à la slide suivante qui présente la vérification des résultats. Donc, nous avons une proposition de vérification des résultats et qui est présentée extraite toujours du PMBOK 7 pour pouvoir aborder le domaine des performances de la mesure. Pour commencer, je voudrais notifier que la correspondance se fera par rapport au code couleur. Et donc, sur la slide, les résultats sont liés aux éléments de vérification avec des couleurs assez proches. Voilà. Alors, pour les résultats à vérifier, comme vous pouvez le constater, ils peuvent être relatifs à l'état du projet, la prise de décision, la performance du projet, la précision et fiabilité des évaluations. Premièrement, je prends ce qui concerne la bonne connaissance de l'état du projet. À ce niveau, on peut être amené à effectuer des audits. Les rapports des mesures de ces audits peuvent aider à démontrer la fiabilité des données recueillies. Et les données qui ont été recueillies dans l'application de ce domaine de performance. On peut également vérifier comment les données mesurées facilitent la prise de décision. Pour ce faire, on peut effectuer des mesures. Ces mesures peuvent aider à indiquer si la performance du projet suit les prévisions ou bien s'il y a des écarts. Tout à l'heure, nous avions abordé l'analyse des écarts. Voilà, par exemple, ce à quoi cela peut être utile. En ce qui concerne les actions opportunes et adaptées pour maintenir la performance du projet, on peut vérifier, par exemple, si les mesures fournissent des indicateurs avancés ou si l'état actuel du projet, au vu des mesures, permet de prendre des décisions et des actions rapides. Et comme dernier résultat que je me propose de proposer, qu'on peut vérifier, nous avons la réalisation des objectifs et la création d'une valeur métier par une prise de décision éclairée et opportune, fondée sur des précisions et des évaluations fiables. Ici, l'analyse des précédentes prévisions et de la performance actuelle peuvent nous aider à indiquer si les prévisions reflètent la situation présente avec précision. De même, la comparaison entre la performance actuelle et la performance planifiée, ainsi que l'évaluation des documents commerciaux montreront la probabilité de création de la valeur escomptée du projet. Alors, si vous le permettez, je vais laisser la parole à Mounina pour la suite de cet atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Narcisse, pour cet éclairage sur la vérification des résultats. Et ce que je propose, c'est de lancer le quiz, et cela pour nous permettre de vérifier ensemble notre compréhension du domaine de performance de la mesure. Est-ce que vous avez pu aller sur le lien? Est-ce que tout le monde a pu aller sur le lien Klaxoon qui a été partagé au début du webinaire? Oui, de ma part. Oui, de ma part aussi. Très bien. Donc, ce que je propose, c'est d'aller également sur le même lien et de partager mon écran pour lancer. Voilà, je vais lancer du coup, repartager mon écran, comme ça on aura cette fois-ci. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Et je lance le quiz. Là, vous allez pouvoir répondre et ce qu'on vous demande, c'est de choisir deux principales mesures de coût. Je vois qu'il y a 6 personnes qui sont connectées. Les autres, est-ce que vous avez des difficultés à vous connecter via le lien Klaxoon qui a été partagé? Je vais repartager au cas où tout le monde ne l'a pas vu. Donc, Si tu peux repartager le lien, s'il te plaît.
Oui, bien sûr. Et donc, ce que je propose, c'est de répondre à la question. Il y a 8 personnes. Est-ce que vous arrivez à répondre à la question? Donc, choisissez 2 principales mesures de coût. Donc, vous avez un certain nombre de choix. Je vois qu'il y a une personne qui a répondu. Est-ce qu'on peut aller un peu plus rapidement pour être sûr de pouvoir terminer cette partie consacrée au quiz et de voir un peu les différentes idées que vous avez soumises? Il y a 7 personnes restantes, 6 personnes. Donc là, je propose de passer à la question suivante dans quelques secondes. Et si vous avez des difficultés à participer au quiz, n'hésitez pas à le remonter dans le chat. Donc, je ne vais plus attendre, je passe à la question suivante. Donc, avant de passer à la question suivante, je vois que vous avez été 71% à choisir écart de coût et indice de et 85%. Indice de performance, il est à noter que le budget initial n'est pas une mesure, pas à ma connaissance. Et donc, les mesures de la performance technique et donc n'est pas une métrique relative au coût, ce sera plutôt relative au livrable, aux métriques des livrables. Donc, on passe à la question suivante. Donc, là encore, on a un certain nombre de choix à faire. Donc, parmi les métriques qui s'affichent sur votre écran, vous demande d'en choisir 3 qui sont relatives à la valeur financière. Donc, 6 personnes restantes, pareil. Dans quelques secondes, on va pouvoir continuer. Pour le moment, je vois pas de message dans le chat. Ça veut dire que ça roule pour tout le monde. Tout le monde arrive à se connecter. Ils sont en train de réfléchir. Très bien. Excellent. Donc, je propose de passer à la question suivante. Je vois qu'il y a 3 personnes restantes. Donc, vous pouvez faire un peu plus rapidement. Et sinon, on passe à la question suivante. Donc, ne plus attendre. Donc, voilà, on a rapport de coût-bénéfice qui a été choisi 100%. Excellent. Retour sur investissement, valeur actuelle nette. Par contre, indice de performance des délais. Donc, ça, c'est plus une métrique de performance de base de l'échéancier. Et Nico Bell en a parlé. Donc, ça, c'est une mesure plus relative pour mesurer la satisfaction des parties prenantes. Donc, question suivante. Cocher les options correctes. Donc, je pense que cette question est relative au KPI. Donc, on a un certain nombre de possibilités. Je pense qu'il y a une seule qui est correcte parmi les choix qui vous sont proposés. Je vous propose d'aller un peu plus rapidement à la réponse aux questions, même si je sais qu'il faut prendre le temps de lire et d'analyser et voir un peu avec toutes les informations qu'on vient de recevoir. On a sûrement besoin de temps pour pouvoir tout assimiler et c'est ça l'objectif en fait. Donc, s'il y a quelques notions qui nous restent à plus approfondir pour appréhender. Et donc, je vois qu'il y a 5 personnes restantes. Donc, dans quelques secondes, on va pouvoir passer à la dernière question pour cette partie QCM. 4 personnes restantes. Donc, dans 2 secondes, on continue. OK. donc, ne plus attendre. Donc, voilà. On a... Ah!
Ah, Ça montre la difficulté de la question, Mounina. c'est ça, cette question, elle était difficile, hein? Ah ouais. Et donc, tu veux dire des mots là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, tout KPI est un indicateur parce qu'il y a I à la fin, donc indicateur clé de performance, mais pas tous les indicateurs sont des KPI. Donc, l'indicateur clé de performance, ça indique directement l'action à faire. Donc, c'est lié à un objectif d'ailleurs, et ça indique est-ce que, par exemple, on doit freiner ou bien on doit accélérer, quelle action on va faire. Donc, la première, quand même, parce qu'elle accapare la plus grosse partie des votes, c'est faux. Donc, c'est l'inverse en fait qui est vrai. Voilà. Très bien. Donc, la réponse, c'est un KPI indique directement l'action à faire. Excellent. Et donc, on va passer à la question suivante, la dernière question. Et donc, là, on a parmi les options suivantes, quelles sont les grandes catégories de métriques? Donc, il est question de savoir quoi mesurer quand on a besoin de mesurer les informations, les performances d'un projet. Quelles sont les grandes catégories de métriques qu'on peut mesurer? Je crois qu'il y a 11 personnes restantes et donc, et Isabelle me dit que c'est l'enregistrement de la réponse qui est très lente. Donc, on prend cette information en compte. Comme c'est la dernière question, on peut se donner un peu plus de temps. Et donc là, il y a 9 personnes restantes. Donc, Samuline. 8 personnes, on va attendre encore quelques secondes avant de passer à l'autre partie. J'ai soufflé la réponse, c'est Michael Jackson. C'est la chanson de Michael Jackson. Ah, je ne savais pas. J'ai des doutes. Hein? Ah, mais moi, je pense que j'ai des doutes hein, sur cette réponse. OK, 4 personnes restantes. Encore 2 secondes. De toute façon, il faut dire que vous risquez jamais de tomber sur ça dans un vrai examen TMP quand même. Si vous tombez dessus, c'est que vous êtes dans la mauvaise salle. Hein. C'est pas PMP, c'est autre chose. Hein. C'est ça. Donc, ouais, tu as tout à fait raison. OK, ne plus attendre, on va aller voir. Et donc, voilà, donc, excellent. Donc, c'est vrai que les deux, vous avez été, presque tout le monde a répondu aux bonnes réponses. Et donc, les grandes catégories de métriques, on le voit bien, livraison, performance de référence de base, pratique prenante, métrique, délivrable, ainsi de suite. Et pour l'évaluation globale, donc, notre groupe, on est à 58% de bonnes réponses, ce qui n'est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on vient de recevoir, le temps de tout digérer. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc, on va aller voir en fait par rapport à ce qu'il faut retenir du webinaire. Donc là, je vois qu'il y a des idées qui ont été soumises. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et par rapport à ce qu'on peut voir, si on essaye de faire une première sélection, on peut voir que Nico, le mot qui ressort le plus, c'est Nico. Et donc, je vois qu'il y a Nico 3 fois. Et donc, là, je vais aller regarder. Et, donc, on peut faire une sélection. Hein. Donc, là, vous voyez comme sur mon écran. Et donc, en cliquant en fait sur la petite fenêtre où il y a le nombre de mots, vous allez pouvoir avoir une liste comme celle qui s'affiche sur l'écran. Et ce qu'on vous demande, c'est il y a des personnes qui commencent à le faire déjà, c'est de choisir trois idées que vous trouvez qui sont les plus importantes en fait à retenir de la thématique de mesure. Donc, là, je vois que le mot qui le plus aimé, donc on a maîtrise, adaptation, maîtrise. Et donc, Nico est revenu 5 fois quand même. Ça veut dire que c'est important en fait, comme Gaël a suggéré de prendre en compte
la satisfaction des parties prenantes. Donc, on voit apparaître aussi à travers Nico Nico l'importance des émotions dans l'équipe et d'où le concept d'intelligence émotionnelle qui a été traité aussi lors d'un de nos webinaires consacrés cette fois-ci à l'équipe. Et sur ce, je vous propose de passer à la partie suivante consacrée aux questions-réponses, mais vous pouvez continuer à entrer des idées clés et nous allons pouvoir inclure en fait sous forme de nuage de mots ce récapitulatif de ce qu'il faut retenir du webinaire de ce soir. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais revenir pour partager le PowerPoint. Je vous invite à poser vos questions. Vous voyez le PowerPoint? Non, pas encore. Attends, je vais revenir partager le PowerPoint. C'est bien ça. OK, on passe à la partie Q&A. Est-ce qu'il y a des questions? Et donc, moi, j'ai une petite question, donc, notamment sur un des cas pratiques, notamment le cas pratique qui a été évoqué par Mehdi. Si nous essayons de revenir sur le cas pratique, parce que je vu en fait notamment Mehdi qui a, en fait, vous avez sur le tableau de bord, vous avez essayé de mettre en exergue plusieurs états du projet. Et par rapport à la simplicité, je me dis qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'informations à mesurer, à voir l'évolution. Est-ce que ça ne vous a pas posé de problème d'avoir toutes ces informations, toutes ces mesures à gérer? Donc, pourquoi notamment vous avez décidé d'avoir toutes ces mesures dans votre tableau de bord? Si je peux me permettre de compléter la question de Mounina, c'est vrai qu'on nous dit tout le temps, vaut mieux avoir 2, 3 indicateurs très pertinents qu'avoir une dizaine d'indicateurs où on se noie dans l'information. C'est toujours la référence. Amit, ça coupe un petit peu. Est-ce que c'est ma connexion ou bien c'est… Non, je suis d'accord avec toi, Mehdi. Chez moi aussi, ça coupe. Ouais. Oui, je pense que tu as compris la question, en fait. C'est juste pour compléter la mienne. OK, donc je vais répondre à celle d'Amid en premier, pas les fins d'abord, mais sur cette question, je m'excuse, Monina. Donc là, dans la bibliographie, vous allez trouver un livre que j'avais trouvé très pertinent qui parle de tout ce qui est tableau de bord et indicateurs. Et là, on parle sur un tableau de bord, il faut avoir, disons, sur 100% d'indicateurs, on va avoir 10% de KPI, donc les Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance, et 10% des RPI, ça veut dire des KRI, ça veut dire les indicateurs clés de résultat, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà passé, par exemple le chiffre d'affaires, ainsi de suite, qu'on récolte après les événements. Et on va avoir tout type, 80% d'autres indicateurs. Alors là, moi, j'étais le chef de projet, donc je devais avoir une vision assez claire de tout ce qui se passait sur le projet. Mais ces indicateurs-là, il y avait des indicateurs que je communiquais par exemple, à mon manager, des indicateurs que je communiquais à mon équipe et des indicateurs que je communiquais à mon client, à part les autres parties prenantes qui ont un petit peu moins d'importance. Mais ça me servait un petit peu d'avoir en même temps et de me mettre à la place de chacune des parties prenantes clés. Donc, ça fait beaucoup d'indicateurs, je suis d'accord,
mais quand même, j'étais dans la confiance de bien gérer mon projet et de savoir répondre, pas à n'importe quel moment, mais quand même, parce que ça a été fait sur Excel, donc ça prenait un petit peu de temps pour être mis à jour, mais quand même, je prenais les commandes de mon projet. Et aussi, il y avait ta question, Mounina, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit dans le contexte du projet, il y avait un client qui demandait beaucoup disons, d'accompagnement sur différents aspects du projet, que ce soit financier, avancement et ainsi de suite. Et donc, il fallait à chaque fois répondre avec quelque chose de factuel, des chiffres, et pas que quelque chose, des phrases comme ça. Et donc, c'est pour ça un petit peu, c'est ça qui a généré le besoin pour ce tableau de bord. Les difficultés, c'était d'abord demander des ressources à mon manager pour pouvoir suivre tous ces, recenser et collecter toutes ces informations. Et je m'occupais personnellement, je mettais un petit peu du temps à côté pour pouvoir mettre à jour mon tableau de bord. Donc là, ce que je peux, pour résumer, il y avait de la difficulté, il y avait de l'investissement, mais quand même, il y avait un retour sur investissement qui était très bien. Excellent, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser vos questions, s'il y en a. Moïna, si tu permets, je n'ai pas une réponse, mais c'est juste une remarque qui je trouve que c'est important. C'est que le Nico Nico qui ressort au centre du nuage des mots à la fin, c'est vraiment très important. C'est sa place. En fait, tout projet, c'est fait pour l'humain. Et donc, l'humain, il est au centre du processus de gestion de projet. Le PMBOK V7 reflète bien cette vision-là, donc cet objectif-là. Et donc là, il faut toujours garder en esprit que voilà, l'humain, c'est le centre. On fait des projets pour l'humain, pour servir l'humain. Donc voilà, c'était juste une remarque, pas une question. Une excellente remarque parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment dans les principes du PMBOK 7, il y en a au moins 4 qui sont consacrés aux thématiques liées à l'humain, notamment en fait la bienveillance, Gaël l'a dit, être au service des autres, donc prendre en compte les émotions et les satisfactions des parties prenantes, ainsi de suite. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je propose de passer à la partie, donner des informations relatives au code PDU, s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres remarques non plus? Très bien. Donc, le code P2U s'affiche sur votre écran et vous pouvez le déclarer de suite parce que le code a été activé déjà. Ensuite, par rapport aux prochaines séances, donc comme toutes les bonnes choses ont une fin, donc le groupe d'études s'approche de sa fin aussi et il nous reste 2 séances, notamment la séance 12 qui sera sur l'incertitude, donc ce sera le 9 juillet, et la séance 13 qui va être la consolidation de tous les domaines de performance. Et aussi, on va parler de PMI Standard Plus, qui est la plateforme numérique où on va retrouver beaucoup d'informations, notamment concernant le PMBOK 7, des exemples concrets on va aborder ce sujet. Ce sera cette fois-ci le 21 juillet 2022, donc même heure à 19h. Et nous comptons en fait sur vos retours d'informations, notamment pour améliorer les 2 séances à venir. Donc, pour ça, vous avez les clear codes pour pouvoir nous dire qu'est-ce que vous pensez du webinaire de ce soir, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore. Ensuite, on passe à la partie bibliographie. Donc, on a décomposé la bibliographie en 2 parties. Notamment, on a une première partie consacrée aux références du PMI,
qu'on a eu à utiliser pour l'élaboration de nos différents livrables. Donc, tous ces livres, si on peut l'appeler comme ça, sont disponibles gratuitement en tant que membre du PMI en téléchargement sous format PDF. Et ensuite, nous avons aussi un certain nombre de livres que nous recommandons, notamment nous avons le dictionnaire du management de projet, la collection Les essentiels du management de projet, une série de 5 livres dont notre collègue Hamid est auteur. On a aussi les normes de l'AFNOR. Ensuite, on a cultivé une équipe qui a été coécrite par une autre collègue, Elisabeth Gauthier. Et notamment, en fait, pour ce webinaire, nous avons eu 2 autres propositions de bouquins qui ont été lus par nos collègues. Donc, La connaissance créatrice et aussi les Key Performance Indicators proposés par Mehdi et connaissance créatrice proposée par Gaël. Et sur ce, je vous propose de clôturer le webinaire de ce soir. Si vous n'avez pas de questions ni de commentaires, nous remercions les présentateurs de ce soir et toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'on puisse avoir ce webinaire ce soir. Je pense notamment à l'équipe de présentation et ainsi qu'à des personnes de l'équipe organisatrice comme Hamid et aussi à Ibrahima Diop qui n'a pas présenté aujourd'hui mais qui a participé à l'élaboration du livrable. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci. On espère vous voir très prochainement. Merci à tous. Merci, Mounina. Au revoir. Merci. Reste avec nous. Au présentateur.